Salut les trekkers. Alors cette vidéo topo tant attendue. Alors la vidéo topo, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi toutes les vidéos, arrive en 8e position. Les deux premières vidéos sont la vidéo de présentation du GR30, le GR que je voulais faire, avec le type de GR que c'est, ce que je pense rencontrer, ce que je pense avoir comme difficulté ou pas sur le GR30. La deuxième était la vidéo de présentation de mon matériel, avec les choix que j'ai faits, avec les paris que j'ai faits. J'avais fait quelques petits paris qui étaient des paris pas très osés, hein. Je risquais pas ma vie, mais bon voilà. Je vous présentais un petit peu la façon de voir et la façon de faire et ce que j'en portais. Et ensuite, bon, je vous vends un peu la mèche pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, mais les 5 vidéos, puisque je fais une vidéo par jour, et j'ai fait le GR30 dans 5 jours. Je tiens bien à préciser, j'essaie de le faire dans chaque vidéo, mais c'est pas toujours évident. Les vidéos, ce que je dis, ce que je vois, ne concernent que ce que je vois. Donc, par abus de langage, très souvent, je vous dis ah, il n'y a pas d'eau, ah, il n'y a pas de poubelle, ah, il fait chaud, ah, voilà, ce que vous voulez. C'est bien entendu, je ne le dis pas à chaque fois, mais c'est selon ce que moi je vois. Donc, quand je vous dis il n'y a pas d'eau sur cette portion, ça ne veut pas dire il n'y a pas d'eau sur cette portion, ça veut dire je n'ai pas vu d'eau sur cette portion, donc peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a, et peut-être que le jour où je suis passé, il n'y avait pas d'eau, mais que 2 jours plus tard, il y avait de l'eau. Voilà. De la même façon, quand je vous dis ah c'est super, il y a une table de pique-nique, oui, le jour où je suis passé, j'ai vu une table de pique-nique, mais peut-être que si dans un an vous faites le GR, vous arrivez sur le lieu et vous dites Pierre, il est complètement stupide, il m'a dit qu'il y avait une table de pique-nique, il n'y en a pas. Voilà, donc toujours bien prendre avec des pincettes. De la même façon, quand je vous dis ah, il faudrait faire ci, c'est selon moi, il faudrait faire ça. Donc voilà, ne m'en voulez pas si jamais je dis des bêtises, parce que j'en dis parfois. Et la deuxième petite précision que j'ai déjà fait lors du GR65, je vous avoue qu'une fois que je rentre de GR, une fois que j'ai bien mangé, que j'ai bien dormi, que je suis bien reposé, et que je commence à faire le montage des vidéos, parfois, moi aussi, je trouve que je suis un petit peu gonflé de râler sur certaines choses. Je pense que ceux qui randonnent régulièrement et qui surtout randonnent avec des longues durées, des longues distances me comprennent. C'est-à-dire que quand vous avez soif, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez mal dormi, vous avez mal mangé, forcément le fait de ne pas trouver d'eau à un endroit, ça vous irrite un petit peu. Alors en plus moi, vous me connaissez un petit peu, je m'irrite facilement, je râle facilement. Il ne faut pas le prendre pour vous. Quand je dis que voilà, la forêt n'est pas bien entretenue, le prenez pas pour une attaque personnelle, encore une fois, c'est pas voulu. J'essaye de dire ce que je trouve bien et j'essaye de dire ce que je trouve pas bien. Voilà, c'est tout. C'est selon moi, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je suis tout à fait d'accord, mettez-le en commentaire. Il y a beaucoup de discussions qui ont été faites par rapport à ça, il y a même des avis que j'avais qui ont changé par rapport à des commentaires. Mais voilà, je voulais juste m'excuser par rapport aux personnes qui pouvaient être heurtées par certains commentaires que j'ai. Et je vous avoue que même ça a été une des questions lors du la dernière vidéo sur le GR, la vidéo 5, où je me suis dit, mais est-ce que je dois virer les commentaires où je râle? Est-ce que je dois virer les commentaires négatifs? Bon, vous avez été nombreux à dire non, non, vas-y, continue à être complètement objectif et à pas forcément faire que du positif. Dis-nous aussi ce qui ne va pas. Je sais que certaines personnes n'aiment pas ça, mais encore une fois, je ne vous oblige pas à rester sur la chaîne. Moi, il y a des vidéos d'autres créateurs de contenu que je n'aime pas et que je regarde quasiment jamais. Il y a des vidéos que j'adore. Il y a des vidéos que j'aime avec parcimonie, les vidéos très belles images, vues de drone, feel good. C'est super, c'est sympa, c'est décontractant, mais c'est pas forcément ce que je recherche. Et c'est vrai que même si c'est des gens qui râlent pas beaucoup, enfin, beaucoup moins que moi, il faudrait être balèze pour faire plus que moi, j'aime bien regarder les vidéos de la tanière de JR, de grandeur nature. Voilà, il y a plein de gens, très attitude, j'adore. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a des choses que j'aime pas chez eux, il y a des choses que j'adore. Donc voilà, si vous n'aimez pas les vidéos, je peux tout à fait le comprendre, faites-moi les critiques. Si vous détestez mes vidéos, ne les regardez pas, je suis persuadé qu'il y a des vidéos qui vous intéressent beaucoup plus que d'autres. Voilà, désolé pour cette longue parenthèse, mais voilà, je voulais juste faire une petite précision. On va commencer, j'ai essayé de chapitrer un petit peu les différents points de ce topo pour être un petit peu concis.
Et donc, on va commencer par la préparation du topo. Alors, la préparation du topo, c'est une chose que je n'ai pas fait lors de la vidéo de préparation du topo. J'aurais dû le faire, je pense que j'ai pas été assez explicite. De la même façon, j'ai été un peu critiqué quand parfois je m'étonnais de ne pas trouver le lieu de bivouac ou des choses comme ça. Il y a même une personne qui m'a mis, forcément si tu prépares pas ton bivouac, ton trek et que tu regardes que 2 vidéos sur YouTube, faut pas être étonné que tu trouves pas le lieu de bivouac. Voilà, c'est gentil. Comment j'ai préparé mon GR. Alors déjà, oui, j'ai regardé des vidéos YouTube. Voilà, je trouve pas ça insultant, je trouve pas ça dégradant. Au contraire, je trouve que les vidéos YouTube sont très intéressantes parce qu'elles témoignent du vécu des gens. Quand vous faites le GR65 et que vous regardez un Miam Miam Dodo ou un Guide Le Père, c'est super, mais voilà, vous ne savez pas trop comment c'est fait, vous ne connaissez pas comment dire, les choses sous-jacentes à la création des informations. Moi j'aime bien quand j'ai un randonneur complètement lambda qui se filme très très mal avec une qualité médiocre et qui dit juste ce qu'il pense. Moi j'ai regardé beaucoup de vidéos sur le GR30, alors j'en ai pas regardé deux, j'ai dû en regarder au moins une vingtaine ou une trentaine. J'ai trouvé plein d'informations, un jeune couple qui a fait le GR30 où ils ont eu beaucoup de mal à faire certaines étapes. J'ai eu un groupe de 5 potes qui prenaient toujours une bouteille de Ricard et qui consommaient leur Ricard à chaque étape et qui étaient en gîte. J'ai lu pas mal de récits, alors des récits textes, d'une femme qui avait fait le GR30 avec son chien, une autre personne qui avait fait une super illustration du GR30 avec des très belles images jour après jour. Voilà, je me suis quand même largement documenté. Bien entendu, j'ai acheté le topo guide et je l'ai lu, je l'ai consulté, je me suis fait des petits topos, j'ai même fait, je ne sais pas si je vous montrerai à l'image, mais j'ai même fait sur une feuille de papier tous les villages par lesquels j'allais passer, vraiment tous les villages. Donc ça, j'ai regardé. J'ai eu la bêtise, je crois que c'est Topo Rando, d'acheter une carte IGN soi-disant découpée et reconstruite. Voilà. Enfin, je ne sais pas si c'est une publicité mensongère ou alors si j'ai complètement, comment dire, surréalisé, surestimé la qualité de Topo Rando, mais j'ai perdu 9 euros en achetant une carte qui m'a servi à rien du tout, parce que c'est quasiment ce qu'il y a sur le Topo Guide. Moi, je pensais me retrouver avec une carte toute faite avec le tracé du GR et c'est pas du tout le cas, donc j'ai été super déçu. J'ai regardé aussi le Google Maps, donc j'ai regardé énormément la topographie par satellite au niveau du Google Maps. Alors ça, je m'en sers beaucoup pour plusieurs choses. Au niveau du Google Maps, je regarde un petit peu la densité des villages, voir si c'est un tout petit bourg par lequel je vais passer ou si c'est vraiment une ville importante. Alors, dans certaines vidéos, je m'étonnais de ne pas passer dans le village parce qu'en fait, c'est des tout petits bourgs et parfois, je ne notais pas. Quand c'est un petit bourg, je ne notais pas que je passais dedans ou que je passais à côté. Donc ça, c'est vrai que j'aurais peut-être dû plus travailler, passer plus d'heures à travailler là-dessus. Mais je trouve ça intéressant, je vous invite vraiment à le faire. Avec Google Maps, vous suivez tout votre GR et vous regardez vraiment point par point, ville par ville, pour voir un petit peu l'importance. Et c'est vrai que j'ai regardé un peu les villes, mais moi je regarde surtout la topographie du lieu. Alors pas forcément au niveau des dénivelés, mais je regarde beaucoup pour savoir si je vais passer sur des routes, si ça va être des forêts, si ça va être des champs ou si ça va être comment dire, de la moyenne montagne. Voilà, dans le sens, pas de pâturage, pas de forêt, mais voilà, de la caillasse. Moi, je m'en sers beaucoup parce que je vous l'ai dit et répété, je suis très sensible des pieds et quand je peux, je mets mes petites sandales. Et les sandales, forcément, je ne peux pas les mettre n'importe où. Je suis très sensible à la chaleur. Et donc, très souvent, sur mon petit topo, quand j'ai fait toutes les villes, parfois j'encerclais, je fais de là à là, tu vas traverser une forêt. Donc forêt, ça veut dire c'est cool, tu seras à l'abri. De là à là, il y a beaucoup d'endroits où, notamment quand j'ai fini mon GR, quand on arrive au niveau de la Cassière, il y a une forêt, mais on voit que le chemin est en lisière de forêt. Donc ça aussi, c'est très informatif parce que on sait qu'on est en lisière de forêt et que si on le passe le matin ou le soir, on sera à l'ombre des arbres ou pas. Donc ça peut être intéressant, surtout si on a moins d'eau. Et si je dois me ravitailler en eau et que je sais que je vais passer dans 10 km de forêt, je peux prendre 1 litre d'eau. Si je sais que je vais passer complètement au soleil pendant 10 km, il vaut mieux que je prenne 2 litres d'eau. Voilà.
Voilà, c'est ce qui me permet, le Google Maps me permet un petit peu d'estimer tout ça. Et bien entendu, si je sais que je vais passer sur de la forêt, du chemin forestier, de la route départementale, voilà, des choses comme ça, je sais que je peux randonner très facilement avec ça. Ça, c'est pas de souci. Si je sais que j'ai un peu de montée et de descente et que je vais avoir de la caillasse, il me faut un grip un peu supérieur, je sais qu'il vaudrait mieux que je mette mes chaussures de rando. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai présenté, que j'ai préparé mon GR. Si vous voulez avoir plus d'informations, pareil, comme d'habitude, en commentaire, vous m'écrivez tout ça. Je vais essayer de la faire courte, mais voilà, je vous fais un clin d'œil parce que vous comprenez ce que ça veut dire court chez moi. Donc il y a plein de trucs sur lesquels je vais pas m'apesantir. Si vous voulez plus d'informations, en commentaire. S'il y a vraiment beaucoup de questions, je ferai peut-être une deuxième vidéo. Alors ouais, ça peut paraître super étonnant. Les gens, ben en fait, ça a été le. Alors je sais pas si j'ai eu de la chance, mais ça a été le coup de cœur de ce GR. Alors quand on vous dit c'est quoi le coup de cœur du GR, tout le monde va dire ah les paysages, les animaux, je sais pas quoi, la bouffe. Et moi ça a été les gens. Alors autant sur le GR65 l'année dernière j'avais un peu râlé, je m'étais un peu flingué parce que j'avais trouvé certaines personnes de certains départements pas sympas. Encore une fois, ça ne concerne que moi au moment où je suis passé et en même temps, c'est vrai que sur un GR, je rencontre parfois seulement 10 personnes. Il suffit que je tombe sur 5 personnes, pas de bol, pas sympa, dans un mauvais moment. Voilà, je peux faire une généralité, je m'en excuse. Mais là, je ne peux pas faire de généralité parce que tous les gens que j'ai rencontrés sont adorables. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Pourtant, parfois, voilà, je peux avoir l'air un peu bourru, je suis un peu fatigué. Je ne suis pas un gars, contrairement aux vidéos, où on peut le penser. Je ne suis pas un gars qui aime bien aller discuter. Je ne vais pas aller taper une maison et dire ah salut, on peut discuter tous les deux. Je ne vais pas aller voir un guide pour dire ah on pourrait discuter un quart d'heure. Non, moi, je marche, je suis dans mon truc, j'ai envie d'être en rando tranquille. Donc je suis pas voilà, je suis pas un fan de la discussion, mais j'ai été amené à discuter avec certaines personnes. Et sincèrement, tout le monde est adorable. Ça a été les commerçants, j'ai rencontré plein de commerçants, que ce soit dans des zones très touristiques, au niveau du lac Chambord, légende. Ils étaient adorables. J'ai trouvé, je crois que c'était à Orcival aussi, je suis tombé sur des gens adorables. Plein de commerçants, des boulangers, des restaurateurs, des gens qui vendent des fruits et légumes. Les gens étaient adorables. Quand j'ai fini mon GR au niveau du lac de la Cassière, si vous regardez un petit peu mon tracé GPX, qui est sur Strava, vous verrez qu'à un moment j'ai fait un détour de 2 ou 3 km et je suis revenu, j'étais un peu énervé parce que je m'étais gouré, j'avais pas vu un panneau qui était planqué dans un coin. Et en fait ça c'est grâce à un gars parce que j'ai marché, le gars était en train de courir, il faisait son footing et il me voit arriver à un endroit, il s'arrête. Pourtant moi quand je fais un footing et que je vois un gars je m'arrête pas. Et il dit mais vous faites quoi là? Je dis bah je suis le GR, je suis sur le GR30. Il dit non ça c'est pas le GR30, ça c'est... Il y a encore les traits rouges et blancs mais c'est pas le GR30. Donc le gars a eu la gentillesse de s'arrêter. Je vous jure, il n'a pas juste fait vous êtes gouré, repartez en arrière. Il s'est arrêté. Il dit montrez-moi, vous avez une carte. Il a commencé à regarder la carte et tout. On est bien resté 5 minutes. Il m'a expliqué, il m'a dit ah, vous pourriez peut-être passer là, mais c'est un terrain de chasse, on n'a pas le droit de passer, retournant en arrière. Enfin, il a été adorable. Il m'a sauvé ma rando parce que j'avais fait 45-47 bornes, un truc comme ça au total. Sans lui, j'en faisais 52 et j'arrivais pas à 8 h du soir au lac de la Cassière. Donc vraiment adorable. Au lac de la Cassière, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne vous l'ai pas dit en fin de vidéo. En fait, je ne voulais pas rentrer à pied à Clermont et j'avais pas trop envie de bivouaquer. En fait, j'ai fait du stop pour la première fois de ma vie. Au bout de 7 voitures, un couple de jeunes qui s'est arrêté, des jeunes adorables qui devaient au départ pas me déposer à Clermont, beaucoup plus loin. Et en fait, ils ont fait tout un détour. Non seulement ils m'ont déposé à Clermont, mais ils m'ont déposé devant la gare de Clermont. Donc vraiment un couple adorable. Je ne sais pas si vous regarderez cette vidéo, mais voilà, si jamais vous venez à Lille, n'hésitez pas à me contacter, je vous recevrai avec grand plaisir, parce que vous m'avez rendu la fin du trek génial. Donc voilà, tout ça pour dire que les gens sont tous, il n'y en a pas un seul que je n'ai pas trouvé génial, et c'est vraiment un truc génial sur un trek quand la population est adorable.
Alors, le GR en lui-même, bah, le GR, top, top. Une petite préférence pour la partie ouest, donc forcément la partie réserve naturelle avec le Sancy, tout ça, c'est vraiment génial. En fait, au lieu de donner ma partie préférée, je dirais plutôt ma partie pas préférée. La partie pas préférée, c'est plutôt les 2 premiers jours de mon GR. Donc c'est au niveau du lac Cassière jusque, je sais pas, je dirais quasiment Église Neuve, donc un petit peu plus au sud. Après, on commence vraiment à avoir des coins très très sympas. Peut-être que les 2 premiers jours, c'est ce que j'ai le moins préféré parce qu'il y avait un petit peu beaucoup de routes. Il n'y avait pas forcément des paysages incroyables. Après, c'était beau, mais quand vous regardez beaucoup de vidéos, quand vous voyez beaucoup de récits, forcément, comme tout le monde ne donne que les aspects positifs, moi je m'étais dit, ouah, je vais en prendre plein les yeux, des lacs, des forêts, du dénivelé et tout. Et en fait, cette partie-là, elle est un petit peu tristouille. C'est-à-dire qu'à des moments, je marchais, je voyais plein de champs, c'était sympa, mais je me disais, mais en grossissant les choses, c'est quoi la différence avec quand je randonne dans le Nord-Pas-de-Calais et que je vois plein de champs et puis des beaux petits paysages. Alors, le Nord, c'est un peu plus plat. Mais voilà, je trouvais pas que c'était faramineux, je m'attendais tellement à mieux. Donc j'ai été peut-être un peu déçu sur les 2 premiers jours. Mais par contre, voilà, après, à partir de l'Église Neuve, où j'ai un petit peu eu de mal à traverser des champs et des champs et des champs et des tourbières, là j'avais un peu de mal. Mais c'était très beau, c'est vraiment très très beau. Le Sancy, c'est magnifique. Toute la partie nord-ouest est également vraiment magnifique. Donc voilà, c'est vraiment un très beau GR, des très beaux lacs sur lesquels on pourrait mettre des bémols, je vous renvoie aux vidéos. Mais c'était vraiment très très bien, c'est super agréable. Et en parlant du dénivelé, moi j'y allais en partie pour me tester, pour voir si j'arrivais à bien gérer le dénivelé, parce que j'aimerais bien préparer soit le GR20, donc en Corse, soit le Tour du Mont Blanc, qui a des grandes chances que, il y a de grandes chances que je le fasse fin août. Donc d'ailleurs, si vous avez des tips, des petites infos sur le Tour du Mont Blanc, des choses à me dire, n'hésitez pas. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs où je vous présenterai un petit peu ce que je veux faire au niveau du Mont Blanc. Si je dois le faire en horaire, anti-horaire, j'ai vraiment envie de le faire en bivouac, mais on n'a pas le droit de bivouaquer en Italie et en Suisse. Donc qu'est-ce que je fais, mon marginal, et je le fais quand même ou pas. Si je le fais pas et que je dors en gîte, à quoi ça sert de me trimballer avec une tente pour 3 jours de rando et puis 3 jours de gîte. Enfin voilà, bon, on en parlera plus tard. Donc je voulais me tester et franchement ça se fait facilement. Moi j'ai marché à peu près 40 km par jour, j'ai fait à peu près 1000 de D+. Alors c'est vrai que ça monte et ça descend, mais mis à part le Sancy ou le col de Louire, où vraiment ça monte, col de Guéry, ça monte et ça redescend. Mais c'est pas des efforts qui sont surhumains, c'est pas des efforts. En plus, vous savez, c'est souvent ça monte sur 100-200 mètres, puis ça redescend un peu où c'est plat, puis ça remonte. Donc vous avez largement le temps de récupérer. Les cols ou le Sancy, oui, c'est des choses qui sont plus importantes, surtout le Sancy, parce que c'est vraiment une ascension qui va prendre, je sais pas, je dirais 3-4 heures au feeling, j'ai pas fait attention. Mais c'est vrai qu'au départ, on monte un col où là, c'est un peu fatigant, mais voilà, vous savez que vous avez pour 1 heure ou 1 heure et demie de montée. Puis après, vous pouvez très bien faire une pause, puis vous remontez au Sancy, puis c'est tellement beau que vous allez à votre rythme, ça va. La descente est un peu plus fatigante pour moi, surtout avec le genou. Mais c'est quelque chose qui est vraiment faisable si vous allez à votre rythme, et surtout si vous ne faites pas 40 km par jour. Donc voilà. Donc là, le dénivelé, c'est pas quelque chose sur lequel vous devez avoir peur particulièrement. Si vous avez une bonne préparation physique, si vous marchez un petit peu, ou si vous faites cool, si vous faites des randos de 20 km par jour avec un petit peu de dénivelé, 500 dénivelé, 500 de D+, c'est pas la fin du monde. Alors l'eau, j'en ai parlé énormément lors de mes randonnées, lors de mes vidéos. Je vous en parle beaucoup parce que c'est un petit peu comment dire, mon sujet d'intérêt dans la journée. C'est-à-dire que moi je marche, ça se fait tout seul. Je vois de magnifiques paysages, ça se fait tout seul. Par contre, j'ai besoin d'eau pour randonner et je dois en trouver. Donc forcément, je vous ai beaucoup parlé de l'eau. Et également parce que je suis quelqu'un qui boit énormément, je bois 5 à 6 litres d'eau par jour, facilement. Là, il a fait chaud, mais pas extrêmement chaud, mais voilà, 5 à 6 litres par jour. Donc forcément, je vous en parlais beaucoup. Alors, grande surprise, c'est vrai que je m'attendais à avoir plus de robinets, plus d'accès à l'eau. J'en ai trouvé à 3 endroits. Je ne vous dirai pas les noms parce que je les ai déjà oubliés. Je vous les mettrai à la limite en légende au besoin. De toute façon, c'est dans les vidéos. JR, de la tanière de JR,
Vous allez croire que je suis sponsorisé par lui, tellement je parle souvent de lui. Mais il a fait le GR30 juste après moi. Et en fait, lui, il a trouvé de l'eau au niveau des robinets parce qu'en fait, il a une petite application, dont je vous mets le nom en légende, et qui permet de repérer les robinets. Alors, les robinets sont rarement, si j'ai bien compris, sur le chemin du GR, mais si vous vous éloignez ou si vous rentrez dans un village, vous trouverez un petit robinet qui parfois est caché, mais grâce à cette application, vous pourrez le retrouver. Mis à part ça, en fait, l'accès à l'eau se fait très facilement parce qu'on passe par quelques lacs quand on peut vraiment les toucher, hein, pas juste les voir de loin. On passe par quelques lacs, on passe par énormément de ruisseaux, de sources, tout ça. Il y a pas mal d'abreuvoirs à vaches, tout ça. Donc si vous avez un petit filtre Catadine, vous pouvez très bien, il y a Bifree et il y a Sawyer, entre autres. Ou alors vous prenez une petite pastille de micropure que vous pouvez trouver chez Decathlon ou autre part sur le net. Vous pouvez très bien vous ravitailler. Donc ça, c'est vraiment pas très compliqué. La seule chose qui est un peu compliquée, c'est pour ça que j'espère bientôt finir ce topo. Dans le topo, je vous indiquerai là où j'ai pu trouver de l'eau. C'est que parfois, c'est un peu embêtant de dire il y a de l'eau ici, je ne sais pas si je vais en trouver dans 10-15 km. Donc est-ce que je me charge à 2 litres d'eau, c'est-à-dire 2 kg, ou est-ce que je sais que je vais retrouver dans 5-6 km, donc je me charge que 1 litre d'eau, et comme ça je bois, et dans 6 km, j'aurai quasiment fini mon litre d'eau, et je pourrais reprendre de l'eau. Donc ça c'est le seul souci, mais vous savez que si vous n'avez plus d'eau du tout, vous pouvez encore marcher, allez, je vais dire 5 ou 10 km maxi, et vous en retrouverez, il n'y a pas de souci. Vous serez peut-être un petit peu assoiffé, mais vous en retrouverez. Donc là, l'eau est vraiment facile à trouver, c'est pas très compliqué tant que vous avez un filtre. Alors ravitaillement, c'est à peu près pareil. C'est vrai qu'on passe par beaucoup de tout petits villages. Souvent on évite les villages. Il y a un village, on passe au niveau du GR. Alors parfois une indication village et vous voyez que le village est à 1 ou 2 km. Parfois il y a juste une indication, vous ne voyez jamais le village. Si vous regardez sur Google Maps, vous verrez qu'il est un peu plus loin. Il y a des villages qui sont vraiment très petits où il n'y a pas forcément de commerce, mais on passe quand même assez souvent par des villages ou même des villes. Il y a Orcival, il y a Besse, il y a la Bourboule et ainsi de suite. Enfin, il y a vraiment plein d'endroits où vous pouvez très facilement trouver non seulement du ravitaillement en nourriture, mais il y a même des endroits, par exemple à Besse, je pense qu'il y a même, j'ai vu un magasin qui vend des bâtons de marche, des affaires de randonnée, tout ça. J'ai croisé à Église Neuve, alors forcément moi je passe à 9h du soir ou 8h du soir, il y a des boulangeries, il y a des petites supérettes, il y a des pharmacies, tout était fermé, mais bon, ça existe. Donc voilà, pas trop d'inquiétude, vous n'êtes vraiment pas sur un GR comme le GR20 où vous êtes paumé en haute montagne et il n'y a rien du tout à 30 bornes à la ronde. Voilà, c'est pas très compliqué. Le bivouac, le sujet compliqué de ce GR. Alors, après coup, on en rigole parce qu'on se dit ouais, c'est bien, c'était un petit peu sportif, ça te faisait flipper, stresser. Ouais, quand il est 8h du soir, qu'on cherche depuis 2 heures un bivouac qu'on n'en trouve pas et que tout compte fait, jour 2, je crois, j'ai trouvé un bivouac interdit puisque c'était dans un champ à 22h, la nuit était tombée. C'est un peu moins rigolo. Je vous avoue, moi j'ai eu du mal à trouver des bivouacs. J'ai vu d'autres vidéos où les gens avaient un peu moins de mal à trouver des bivouacs. Voilà, je ne sais pas à partir de quand les gens commencent à chercher. Moi, c'est vrai que je veux beaucoup marcher, donc je commence à chercher vers 18-19 heures. Et contrairement à d'autres GR où en 2 heures de temps vous trouvez un bivouac, moi, j'ai pas toujours trouvé. Alors peut-être que je suis un imbécile, peut-être que je suis pas assez observateur, j'ai peut-être pas assez bien regardé. Mais c'est vrai que plein de fois, j'ai pas trouvé vraiment, donc c'est un peu plus compliqué. Je vous renvoie à d'autres youtubeurs qui ont pu faire le GR30. Regardez leur avis pour voir si c'est facile ou pas facile. Bien entendu, comme les agriculteurs ont la gentillesse de nous faire passer dans leur pâture pour pouvoir faire ce GR, on est souvent dans des terrains privés, chez des gens. Donc on ne peut pas bivouaquer. De toute façon, les vaches ont tellement labouré le terrain que même dans les petits passages entre les champs, on ne peut pas bivouaquer parce que c'est explosé. Alors on peut bivouaquer dans les forêts. Là, il y a pas mal de forêts où on peut, même si c'est souvent caillouteux et un petit peu en pente. Donc voilà, je sais pas. Si jamais vous avez fait ce GR, est-ce que vous avez trouvé facilement du bivouac? Est-ce que c'était pas compliqué pour vous? Est-ce que c'était compliqué? Mettez-le en commentaire, ça m'intéresse. Voilà.
Alors, au niveau des choix, des paris que j'ai fait dans la vidéo de, comment dire, de préparation au GR30 où je vous parlais de mon matos, dans les commentaires, il y a Abdelhakim, je pense, qui m'a dit, mais comment tu as fait pour faire ces paris? Comment est-ce que tu t'es basé sur les météos? Alors, ce qui est très simple, c'est que le GR30, normalement, se fait en 9-10 jours. Moi, je savais que j'allais marcher beaucoup et je parier sur 6 jours de marche. Tout compte fait, je l'ai fait en 5 parce qu'il y a eu des conditions particulières. Ce que j'ai fait tout simplement, moi je suis parti du vendredi, j'ai regardé les météos toute la semaine, non 15 jours avant. 15 jours avant, je commençais à regarder les météos, voir comment c'était. J'ai regardé les prédictions aussi par rapport au moment où je partais, si c'était un moment où ça pleuvait beaucoup, pas beaucoup. Donc déjà j'avais des tendances. Et 15 jours avant, je regardais tous les jours, je regardais un petit peu la météo du côté de Clermont. Et juste avant de partir, j'ai regardé. Et juste avant de partir, la météo se trompe rarement sur les 3-4 jours qui arrivent. C'était plein beau temps avec juste des orages le mardi ou le mercredi. Le pourquoi de il faut tracer parce que je ne veux pas faire le 106 sous la pluie. Donc voilà, simplement j'ai fait le pari de dire que la météo n'allait pas se tromper, qu'il y a grande chance que j'ai au moins 4 jours de beau temps, qu'il y aurait peut-être, vu les températures qui étaient quand même très très bonnes, qu'il y aurait peut-être un jour de pluie mais il ferait bon. Donc ça m'a permis de faire des paris par rapport à tout ça. Alors le pari de ne pas prendre de doudoune, alors ça j'ai vraiment bien fait de ne pas prendre de doudoune. Il y a Stéphane, je crois, dans les commentaires qui s'étonnait de ne pas prendre de doudoune, de dire est-ce que tu vas pas avoir froid. Alors sincèrement Stéphane, j'ai pas eu froid. J'ai bien fait de ne pas prendre de doudoune parce que d'une part je m'en serais pas servi, d'autre part elle prenait quand même un peu de place. Donc voilà, j'avais pas envie de la prendre. J'ai pris ma polaire, ma nouvelle polaire, une très chouette polaire à capuche. Qui a vraiment été bien, et je vous avoue que quand j'ai préparé ce topo, je me suis même dit mais est-ce que j'ai vraiment utilisé cette polaire? Alors cette polaire, je m'en suis servi, je crois, une nuit pour dormir avec parce que j'avais un peu froid. Parfois j'aurais voulu la mettre en fin de nuit vers 4-5 heures du matin où tout se rafraîchit vraiment. Je l'ai mis le matin, mais souvent je la mettais le matin, je partais, je la mettais parce qu'il faisait un peu frais, mais j'aurais pu résister à une température excessivement froide de 14 degrés pendant une demi-heure, une heure, parce qu'au bout d'une demi-heure, une heure, je l'enlevais tellement il faisait chaud. Et c'est vrai que je la mettais aussi souvent le soir, pas pour la chaleur, mais parce qu'il y avait plein de moustiques et que, en fait, elle protège vachement bien parce qu'elle est très stretch, elle englobait bien les bras, les mains. Et il y a la capuche, donc j'étais vraiment protégé. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de vidéos où je vous fais un petit topo de fin de journée en disant salut, je vais aller me coucher et tout, je suis arrivé, et j'ai la capuche. Ou le matin, je la mets, j'ai la capuche, parce que le matin, je me lève, il est 5h30, il y a plein de petits moustiques encore. Donc voilà, et comme j'ai toujours très chaud, j'ai une peau à moustiques, je me fais bouffer. Donc voilà, il n'y a vraiment eu aucun souci par rapport à ces paris-là. J'ai vraiment pas été embêté par le froid, j'ai eu beaucoup de chance, il a fait vraiment très très beau. Et le pari que j'ai fait, c'est simplement regarder la température et voir qu'il allait faire bon. Un autre pari que j'avais fait, c'était de ne pas prendre mon super duvet Unlighted Equipment qui est résistant à, je crois que c'est moins 10 degrés Fahrenheit confort. J'ai juste pris mon tout petit duvet AliExpress qui est normalement à 12 degrés confort. Et pareil, j'ai bien fait parce qu'il est comme ça, il est tout petit. Et je savais que j'ai un très bon matelas avec un R-value de 6, que j'allais avoir mes équipements pour la nuit, mes chaussettes, mon caleçon de nuit et pourquoi pas la polaire. Donc c'était vraiment pas embêtant. Et j'ai bien fait parce que j'ai vraiment pas eu froid. Et même les 2 derniers jours, je dormais avec le sac de couchage au niveau des hanches. Donc voilà, j'ai vraiment pas eu froid. Donc ça, encore une fois, j'ai bien fait. L'autre pari que j'ai fait, c'était de ne pas prendre de frontale. J'ai pas eu besoin de la frontale. Alors j'aurais pu la prendre, hein, c'est 40-50 grammes, mais j'ai pas eu besoin. Le seul moment où j'aurais pu avoir besoin, c'est quand vraiment je trouvais pas de bivouac, il était 22h et que j'ai dû monter la tente dans la nuit. Enfin, le soleil était couché depuis longtemps, il faisait quasiment noir. Mais je savais qu'au pire, j'avais la lampe torche de mon téléphone portable. Je m'en suis pas servi parce que je voulais économiser la batterie, mais encore une fois, j'aurais pu. Il y avait vraiment, en cas de souci, j'avais la batterie de mon téléphone portable, donc c'est vraiment pas gênant. La plupart du temps, je me couchais, il faisait encore jour, puisque souvent je me couchais, je trouvais des bivouacs vers 8h, 8h30, 9h, il faisait encore jour. D'ailleurs, souvent je me couchais, la luminosité m'embêtait. Et quand je me réveillais, c'était 5h30,
Et franchement, j'arrivais à voir un petit peu tout autour de moi, c'était pas gênant. Et souvent, je mets une demi-heure à me préparer. Donc c'est une demi-heure pour enlever mes affaires, remettre mes affaires, boire un petit peu, faire le soin des pieds et ainsi de suite. Je déjeune pas forcément sur place. Et souvent cette demi-heure-là, c'est quand tout est fini, je sors tous les sacs un à un que j'ai bien rangés, puisque dans l'obscurité, je sais quels sacs sont où. Je les sors et à ce moment-là, je dois enlever la tente et les piquets de tente. Et le plus gênant pour moi dans l'obscurité, c'est de soit marcher sur un piquet de tente et le tordre, soit perdre un piquet de tente. Ce qui ne s'est pas passé parce que quand je me réveille à 5h30 et que je pars à 6h, eh ben, il fait vraiment jour et je vois bien. Et comme j'ai mon organisation pour enlever les piquets et tout ranger, voilà, j'ai rien perdu. Donc pas gênant du tout de ne pas avoir de lampe frontale. Ce qui ne sera pas le cas, je pense, sur le GR par exemple que je vais faire fin août, si tout va bien, au niveau du Tour du Mont Blanc, parce que là, voilà, la nuit, les jours seront déjà beaucoup plus courts. La nuit va plus vite tomber et je pense que je partirai peut-être certainement avec une frontale. Alors, les affaires au top. Donc, je vous fais les affaires au top, les affaires au flop. Les affaires au top, ben, quasiment tout ce que j'ai pris. Alors, je ne peux pas vous parler de tout parce que voilà, déjà la vidéo va être longue. Au niveau des affaires au top, le matelas de sol. Le matelas de sol, je sais qu'il y a plein de gens qui m'y critiquent en disant « Ah, ça fait du poids, c'est lourd, c'est... » Ouais, ok, ça fait du poids, mais c'est génial parce que plein de fois, moi je fais une pause le midi et plein de fois il y a des terrains où, même quand c'est de l'herbe, vous savez, parfois c'est un peu piquant et tout, et j'installe mon matelas, je m'allonge, je fais une très bonne sieste, 20 minutes, c'est vraiment très bien. Oui, je pourrais m'allonger dans l'herbe, mais sincèrement, je l'ai déjà fait et je dors beaucoup moins bien. Donc c'est pas top. Ça protège mon matelas. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait. Pourquoi est-ce que je prends deux matelas? Il y a Patrick qui m'a dit en commentaire, il dit ouais, mais ça sert à rien de prendre ton matelas parce que si jamais il crève, bah, tu mets une rustine. Oui, j'ai des rustines au cas où. Ça pèse 10 grammes. Je sais que les mules vont dire ça sert à rien. T'as un matelas ou t'as pas de matelas, t'as des rustines ou pas de rustines. Moi, je prends des rustines aussi. Mais j'ai juste pas envie de le réparer ce matelas. J'ai pas envie, Patrick, que si je dors et que je crève mon matelas à 1h du mat, je me disais oui, je peux le faire, mais moi j'ai juste envie de dormir, donc j'ai pas envie de le faire. Et comme mon matelas, je m'en sers la journée pour dormir, pour des siestes, pour m'asseoir et tout, si jamais voilà, il y a un terrain qui est pas top, si j'ai pas envie de me salir, si j'ai pas envie de me mouiller, comme je m'en sers déjà pas mal, je m'en sers pour avoir une position un petit peu surélevée parce que j'en ai marre d'être toujours au sol. Et je m'en sers pour bien dormir. J'ai dormi dans une forêt où je vous avoue que j'avais bien nettoyé le sol. Et une fois la tente montée, je remettais la main et je sentais un petit truc qui piquait. Donc je mettais ma main en dessous pour l'enlever ou je poussais les petits cailloux. Et vraiment, je voulais être sûr que tout aille bien. Et je sentais qu'il y avait encore des pics. Mais j'ai mis mon matelas de sol. Je me suis allongé. J'ai vraiment appuyé sur mon matelas de sol. Je voyais qu'il n'y avait aucune pique qui pouvait transpercer. J'ai mis mon matelas gonflable. Et non seulement j'ai pas envie de crever un matelas gonflable qui m'a coûté très cher. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était cher. J'ai pas envie de crever un matelas gonflable parce que j'ai pas envie la nuit de me réveiller. Et j'ai pas envie de crever mon matelas gonflable parce que j'ai pas fait attention et que pendant la nuit, si je me dis merde, j'espère que j'ai bien. Je sais que je vais être comme ça. J'espère que j'ai bien nettoyé le sol, qui va pas crever. Bouge pas trop, Pierre, pour pas crever. Là, je sais que j'ai tout nettoyé, que j'ai mon matelas de protection et qu'il y a peu de chance, je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, mais j'ai peu de chance de le crever. Donc voilà, le top, le matelas gonflable, la chemise, bien entendu, la chemise que j'adore. Alors elle m'a beaucoup servi, pas tellement pour le soleil, parce que cette fois il avait fait beau dans le nord pendant 2-3 semaines avant, j'étais déjà bien bronzé, j'ai beaucoup moins subi le soleil ce coup-ci sur le GR30. Mais par contre, le passage dans cette forêt où j'ai été bouffé par les moustiques, c'était vraiment une horreur. Et en plus, le passage, non seulement j'ai été bouffé au départ de la forêt, mais ensuite la forêt dure 10 km quasiment. Donc c'est magnifique, une très belle forêt, un beau petit matelas, vous marchez comme sur de la ouate. Enfin, c'était vraiment génial, mais plein de moustiques et j'étais vraiment content. En fin de rando je crois que c'était juste après le Sancy, j'avais quand même pris beaucoup de soleil sur les mains et en plus avec les piqûres de moustiques, je commençais à avoir très mal aux mains avec le soleil. Donc je prenais ma chemise, je mettais mon pouce dans le passant de la chemise et ça me protégeait puisque les chemises la chemise est vraiment remontante, ça me protégeait la main.
Donc ça c'était top, elle est vraiment top cette chemise, c'est vraiment, je l'adore. Et enfin, au niveau des affaires au top, bien entendu, le filtre Katadyn Be Free, j'ai adoré. Alors j'ai adoré pour plusieurs choses. D'une part parce que j'ai pas trouvé beaucoup de robinets, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est vraiment super de pouvoir se fournir un peu dans les ruisseaux, les lacs et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment génial. Je vous le conseille vraiment pour ce GR30. Et puis c'est vrai que c'est un vrai plaisir et on se sent beaucoup plus... comment dire, dans la nature parce que on évolue dans la nature, on dort dans la nature et puis quand il faut se ravitailler en eau, on prend ça dans un ruisseau. Donc il y a un petit côté voilà, un petit peu magique que j'adore au niveau des filtres. Donc ça c'était vraiment top. Au niveau des flops, alors je dirais pas que vraiment que c'est un flop parce que tout ce que j'ai pris a vraiment été pertinent. Il y a une chose que j'ai pris, je m'en suis pas servi, c'est mon short. Je prends toujours un short, ça fait 3-4 randonnées que je le prends et je le mets quasiment jamais. Cette fois-ci, je pensais le mettre un peu plus parce que j'aime bien randonner au short, j'avais fait ça l'année dernière, mais c'est vrai que mon pantalon n'était pas dissociable. Cette fois-ci, avec le pantalon, le Super MH550, je m'en suis pas servi parce que j'étais quasiment toujours avec soit le Bermuda, soit vraiment quand il faisait froid ou quand je me faisais attaquer par les moustiques, je mettais le pantalon. Et je vous ferai une revue parce que c'est tellement simple de remettre et d'enlever les pantalons, enfin les demi-pantalons, que c'est génial. Je l'avais pris également en me disant si jamais je dois me baigner dans un lac, si je veux me baigner dans un lac, j'ai pas forcément envie d'y aller en caleçon, j'ai pas envie d'y aller à poil parce que je veux pas gêner les gens autour de moi. Et donc je m'étais dit le short ce sera nickel et en fait j'ai jamais eu trop l'occasion de me baigner vraiment dans le lac, dans un lac. Et enfin je le prends aussi parce que je me dis si je suis à court de caleçons, que mes caleçons sont pas propres, que je veux les remettre parce qu'il s'est passé quoi que ce soit, et en plus j'ai un short très très léger qui me permet de marcher sans caleçon en étant tranquille. Il y a plein de raisons pour lesquelles je prends ce caleçon, il y a plein d'utilités possibles, il est vraiment pas très lourd, je l'utilise jamais. Donc je pense que je le prendrai plus et que j'attendrai un GR où je me dis c'est con Pierre, tu aurais pu prendre ton caleçon, ton short et me dire tiens il faut que je réfléchisse que dans cette situation là je peux vraiment m'en servir et donc je le prendrai pour certains GR ou certaines situations et pas d'autres. Mais bon voilà. Le deuxième fail, c'est la trousse à pharmacie. Alors pas la trousse à pharmacie en tant que telle parce qu'il y a plein de produits qui bien entendu j'ai pas utilisé et tant mieux parce qu'il y a plein d'antidiarrhéiques, des problèmes, des médicaments pour les mal de tête, tout ça. Je m'en suis pas servi et vraiment tant mieux. Les désinfectants antiseptiques et tout, je m'en suis jamais servi et tant mieux. Je repartirai avec parce que ça c'est un au cas où qu'il vaut mieux avoir. Par contre, les pansements, j'ai vraiment manqué de pansements. Je suis parti pourtant avec pas mal de pansements. Mais le gros souci que j'ai eu, c'est que les compides que j'utilise pour les ampoules dataient de l'année dernière et je pense qu'ils ont mal résisté à différentes chaleurs ou au stockage. Et en fait, je pense qu'il faut en acheter des récents et les utiliser vraiment pour la rando. Parce qu'en fait, je les mettais, ils tenaient très très peu. Ils tenaient une journée ou deux et puis ils s'enlevaient. Je devais à chaque fois les enlever. Alors, enlever un compide quand il y a déjà une ampoule, c'est pas top. Et je devais l'enlever parce qu'il tenait quasiment plus, il me faisait plus mal qu'autre chose, en remettre un autre. Et également des bandes de strap parce que souvent je strappe mes pieds pour bien faire tenir les pansements et j'en ai pas pris assez. Donc voilà, c'est un peu dommage et c'est vrai que les pieds en randonnée, c'est vraiment une chose sur lesquelles on ne peut pas trop transiger. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux gros points faibles, petits points faibles même, que je peux améliorer et c'est toujours bien parce qu'on améliore toujours ses expériences. Alors au final, ce GR, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que les gens sont adorables, les paysages sont vraiment très très beaux. J'ai un petit peu regretté le nombre de routes qu'on suit, mais c'est pas, franchement, c'est pas rédhibitoire. Je me suis un petit peu laissé emballer par les vidéos que j'ai vues, notamment la vidéo de la Fédération française de randonnée, où c'est toujours les vidéos idylliques, vous voyez, donc il y a des vues de drone, alors c'est super beau, mais j'ai très rarement randonné en drone, donc je ne vois pas la même chose. Il y a des lacs qui semblent magnifiques, comme le lac Chauvet, vu de drone. J'ai été très déçu parce qu'on arrive, on voit le lac Chauvet, je crois que c'est le lac Chauvet, propriété privée, interdit d'y aller.
Et puis on le voit sur 10 mètres et puis on continue le GR. Donc j'étais un peu déçu. Alors peut-être que les habitants du coin me diront oui, mais le lac Chauvet, si tu fais tout le tour et que tu vas à un endroit. Oui, mais moi je fais le GR30, donc je ne suis pas du cru, je ne connais pas. Il n'y a pas de panneau qui indique ah, et par contre il y a une super plage par là. Donc voilà, et puis en même temps, j'y vais pas pour me baigner, j'y vais pas pour me balader autour du lac Chauvet. Donc voilà. Donc j'ai été un peu déçu par rapport à ça, mais les paysages sont vraiment très très beaux. Si je devais synthétiser, je vous l'ai dit dans une vidéo, je dirais sportif et rustique. Alors sportif, pas tant parce que on a des dénivelés, tout ça, parce que c'est vraiment gérable, hein. Il y a du dénivelé, mais on y va à son rythme, on fait des petites pauses, c'est vraiment pas incroyable. Par contre, c'est sportif dans le sens où vous n'avez pas un chemin tout plat. Vous n'avez pas, enfin pas, je dis pas plat, mais vous n'avez pas un chemin tout tracé. Il y a quand même pas mal de fois où vous passez au-dessus des barbelés, vous descendez. Il y a pas mal de fois où vous passez dans des champs à vaches où c'est vraiment le terrain est explosé, ou alors vous devez comment dire traverser des étendues où il y a vraiment une inondation, il y a de l'eau un peu partout, vous marchez sur des petites pierres, tout ça, vous trempez les pieds. Alors c'est dit comme ça, on se dit waouh, c'est super sympa, c'est Koh-Lanta, ça doit être rigolo. Je pense que si vous faites 20 km par jour et que le soir vous arrivez au gîte, ça peut être super marrant parce que c'est assez sympa. Quand vous êtes en bivouac, vous avez peut-être un petit peu moins la même impression parce qu'une fois que vos affaires sont trempées, vous dites je ne pourrais pas les faire sécher, quoi. J'arrive pas au gîte où j'ai une machine à laver ou un radiateur ou ce que vous voulez. Donc il y a des choses qui sont un peu moins rigolotes, mais ça fait partie du GR. Il faut le prendre en tant que tel et il faut vous dire ouais voilà c'est sympa. Alors je dis pas monter au-dessus des barbelés et descendre, c'est vrai que c'est assez sympa, mais par contre le fait de devoir faire des beaux petits détours parce qu'à des moments il y a des choses qui sont inondées et puis quand vous faites le détour, vous tombez dans un chemin à vache où vous avez de l'eau, de la bouse de vache et de la boue et que forcément vos pieds sont trempés et que vous commencez votre randonnée à la journée, ça ne fait pas toujours plaisir, mais c'est le côté rustique de la randonnée. Je ne critique pas, je dis juste c'est un état de fait et donc il faut le savoir. Donc je vous ai dit en forêt il y a énormément d'arbres couchés, donc c'est rigolo, hein, vous passez au-dessus, vous passez en dessous et tout ça, mais ça rentre dans le côté un peu sportif et un peu rustique. Et rustique aussi dans le fait où vous avez beaucoup moins de choses pour les randonneurs. Il y a beaucoup moins de haltes. Alors, ce que je dis c'est vrai, c'est pas vrai, je m'en rends compte en le disant parce que j'ai quand même trouvé qu'il y avait pas mal de bancs, de tables et tout ça à certains endroits. Il y a pas mal de villages. Il y a 2-3 villages, j'en ai parlé dans les vidéos, qui accueillent vraiment bien les randonneurs. Mais on sent qu'il y a moins de volume de randonneurs que sur le GR65 par exemple. Et donc voilà, il y a un petit peu moins d'infrastructures et notamment les robinets, tout ça. Alors encore une fois, avec les applications, vous pouvez en trouver. Encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste une constatation. Je pense que ça peut être un GR qui est très sympa pour des gens qui ont un petit peu l'habitude. Par contre, si vous commencez tout juste le GR, je vous conseille plutôt le GR65 qui est un GR très très facile. Le meilleur GR par lequel commencer, c'est le Puy-en-Velay-Conques parce que c'est facile, c'est très beau, il y a beaucoup d'infrastructures. Vous allez pouvoir bivouaquer plus ou moins facilement si vous faites du bivouac. Donc voilà. Rustique, ouais, rustique parce que vous êtes vraiment dans la campagne, parce que vous êtes vraiment dans les paysages. Vous passez pas par beaucoup de villes. Il y a énormément d'animaux. Vous allez voir des animaux, plein d'animaux de très près. Vous allez voir des vaches, vous allez voir des renards, vous allez voir des vaches, vous allez voir des chevaux, vous allez voir des vaches, vous allez voir des lamas, vous allez voir des vaches, vous allez voir des chèvres. Enfin voilà, vous avez des oiseaux à en pu finir. J'ai adoré le bruit des oiseaux. Donc voilà, il y a plein de choses vraiment géniales. Parfois, c'est pas hyper amusant. Soit parce que vous êtes un peu stressé par la nuit qui tombe, soit parce que vous n'aimez pas trop les bêtes de 600 kg avec des gros sabots juste à côté de vous. Mais voilà, encore une fois, j'ai vu aussi chez d'autres randonneurs le fait que sur le chemin entre deux champs, les vaches sont sur le chemin et vous ne pouvez plus passer. Alors qu'il y ait des vaches dans des champs et que l'agriculteur vous laisse passer et que les vaches soient là, je comprends tout à fait. Mais que les vaches soient au milieu du chemin et que le randonneur ne puisse pas passer, je trouve ça un petit peu embêtant. Alors après, vous allez me dire, oui, c'est la ruralité, tout ça. Ouais, ok, mais bon, pour moi, le chemin, c'est le chemin que peuvent emprunter les piétons. Et il y a des gens qui peuvent passer au-dessus des clôtures, électrifiées, barbelées,
Il y a des gens qui vont pas avoir peur, mais je pense surtout aux randonneurs qui sont un petit peu apeurés ou aux randonneurs qui vont randonner avec des enfants. Je trouve ça un peu délicat. Voilà. Je ne sais pas comment est-ce que vous le percevez, j'aurais peut-être des critiques très négatives par rapport à ça, mais je trouve ça un petit peu embêtant. Autant que les vaches soient menées par un agriculteur pour aller dans un champ ou un autre, je trouve ça très bien, enfin c'est normal, ils sont chez eux, mais que le troupeau stationne au milieu des champs, enfin entre les champs, où normalement les randonneurs passent, je trouve ça ça peut être un peu compliqué pour certaines personnes. Moi, ça m'a un peu fait râler. J'ai dû ramper à terre pour passer sous des barbelés ou enjamber. Voilà, c'est un peu Koh-Lanta, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça rentre dans le côté un petit peu rigolo quand on y repense après. Mais je pense qu'il y a des gens qui pourraient être un petit peu, un peu pas terrorisés, mais un peu inquiets par rapport à ça. Voilà. Dans cette vidéo, il y a plein de choses dont j'ai pas parlé. J'ai pas parlé je vous ai fait une petite liste de ce que je voulais vous parler. Je me suis dit, je vais pas en parler. La powerbank, le panneau solaire que j'utilisais, mon sac à dos, la tente, la Super X Mid, ma besace, les feuilles de papier que j'ai photocopiées pour le topo guide que j'ai photocopié. Et j'ai utilisé l'autre côté pour prendre des notes. Je vous en ai pas parlé de ça. Mes bâtons de marche, mon kit de cuisine, le fait que j'ai pris qu'un petit couteau suisse et juste une cuillère, pas de fourchette, et bien sûr mon alimentation, mes graines, mes barres, les petits déjeuners du matin, tout ça. Je vous ai pas fait de retour là-dessus parce que si la vidéo serait immensément plus longue. Si jamais ça vous intéresse, vous me posez quelques questions en commentaire. S'il n'y a que quelques questions, j'y répondrai en commentaire. S'il y a beaucoup de questions, je referai une vidéo topo numéro 2. Donc voilà, s'il n'y a pas beaucoup de choses, je réponds. Si vraiment je vois un intérêt particulier et des sujets que je n'ai pas abordés et que vous voudriez que j'aborde, je ferai peut-être une deuxième vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que ce GR30 vous aura plu. Je reste sur un côté très positif, un avis très positif sur ce GR qui est vraiment génial, qui est très différent d'autres GR, donc c'est ça qui est top. J'espère que vous aurez aimé les vidéos et à très bientôt.